Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis et bon dimanche. Il ne vous a pas échappé que nous sommes en automne. Oui, l'automne, ce fameux automne. Parfois un peu pluvieux, parfois un peu mouillé, et parfois un petit peu froid également. Mais c'est aussi une très belle saison pour la nature. Et quand on pense nature et qu'on pense automne, on pense... champignons. Oui, bien sûr, la cueillette des champignons. Mais quand on pense champignons, tout de suite nous vient l'image du cèpe, nous vient l'image de la girole, nous vient l'image de la trompette des morts. Et pourtant, mes amis, les champignons, c'est beaucoup plus que ça dans notre nature. Et c'est ce dont on va parler ce matin en compagnie d'un spécialiste. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Guillaume Lopez. Bonjour Vincent, comment ça va ? Ça va très bien, mais j'ai les pieds qui me gratouillent à l'idée d'aller faire de la cueillette, dès que l'automne pointe son nez en forêt, parce que vous êtes dans la vraie acception du terme, vous êtes un mycologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a un discours sur le champignon, qui est devenu votre spécialité. Guillaume Lopez, d'où est venue cette passion des champignons ? Moi en fait je suis un fan de plantes à la base, et donc contrairement à beaucoup de mycologues qui viennent par l'assiette et qui commencent à préparer des champignons. Moi par exemple. C'est ça. Je me doutais bien. Moi en fait je suis un passionné de plantes, et ce qui m'a d'abord fasciné avec le champignon, c'est la connexion qu'il fait avec les autres êtres vivants, et notamment cette mycorhize, c'est-à-dire le lien entre les plantes et les champignons. Donc pour bien faire pousser les plantes, il faut s'intéresser aux champignons, et ça a été ma porte d'entrée à moi. Guillaume Lopez, la mycorhize, qui est un peu le système racinaire, comme une grande toile d'araignée sous la terre, c'est un peu, à chaque champignon, si on considérait chaque champignon comme un neurone, c'est un peu les synapses, c'est-à-dire le réseau qui relie ces champignons, et pas seulement les champignons. Oui, absolument. En fait, quand on parle de champignons, on voit ce carpophore, en fait, donc le cèpe, le chapeau, le pied, etc. Mais en réalité, les champignons qu'on appelle le règne fongique sont des organismes en fait qui vivent avec cette forme de réseau. Et donc certains en fait vont utiliser cette forme de réseau pour se projeter dans la matière, vivre et la dégrader, comme le bois, les feuilles mortes, etc. Et d'autres, en fait, vont utiliser cette forme de réseau pour aller chercher des minéraux, pour aller chercher des de l'eau. Des nutriments, quoi, on peut dire. Absolument, c'est ça. Et ils vont ensuite donner ces nutriments à la plante, en l'échange duquel la plante va leur donner des sucres. Et c'est un mode de vie symbiotique qu'on appelle les champignons mycorhiziens. Alors que les plantes vertes, on peut dire, les végétaux, se nourrissent généralement de tissus en décomposition, enfin de tissus de la nature en décomposition dans le sol, le champignon, lui, il va puiser directement dans d'autres plantes vivantes en général. Alors ça dépend des champignons, il y a plusieurs écologies dans les champignons. Il y a les champignons saprophytes qui vont dégrader de la matière morte, et il y a les champignons du coup mycorhiziens qui vont devoir rentrer en symbiose avec un végétal pour en tirer leur nutrition. D'accord. Les saprophytes, c'est quand on voit des foliotes du peuplier, par exemple. Je prends cet exemple parce que c'est souvent assez visuel. C'est typiquement la dégradation du bois de peuplier qui va nourrir le champignon. Absolument. Et alors, ce qui est aussi remarquable, c'est qu'en fait, il y a plein de champignons qui ne font jamais de carpophore, qui font jamais de structure sexuelle que l'on voit. Mais en fait, ces champignons-là, ils sont quand même hyper importants dans la nature, parce que 90% des plantes sont mycorhizées, c'est-à-dire font des relations symbiotiques avec les champignons. Et donc, en fait, quand on cultive des plantes, on cultive des champignons. Alors, Guillaume Lopez, on vous connaît bien sur Instagram, sur votre page zeno.nature, où vous expliquez justement votre passion des champignons, et c'est passionnant parce que on se rend compte, à regarder cela, que nous, les champignons qu'on connaît, je dirais, notamment dans notre assiette et dans nos forêts, ce n'est qu'une infime partie, une infime partie, non pas du tout infâme, c'est dingue, une infime partie du règne
règne fongique, hein, parce que je dirais que la plupart des champignons, ils sont même pas visibles, ils sont souvent microscopiques. Absolument. Donc dans le règne fongique, on a également les levures qui sont des organismes unicellulaires qui vont faire par exemple le vin, donc tous les produits alcoolisés, qui vont faire certains fromages, etc. Le miso, la sauce soja. Et toute la fermentation en fait est à base de champignons. Exactement. Beaucoup de produits fermentés sont à base de champignons. Et ce qui est aussi un chiffre qui est absolument fascinant pour moi, c'est qu'en fait, on estime aujourd'hui la diversité des champignons entre 6 à 8 millions d'espèces et on n'en connaît que autour de 200 000. Et donc, ce qui me fait dire qu'en fait, le règne fongique, c'est un règne à part entière, comme les plantes, comme les animaux, mais qui n'a pas reçu encore l'attention à la hauteur de ses ambitions de règne du vivant. Eh ben vous êtes là pour ça, Guillaume Lopez. D'ailleurs, vous sortez cette semaine un livre qui est dédié aux champignons, le génie méconnu, entre parenthèses, et discret. Hein, c'est ce que vous venez de dire, des champignons, chez Albin Michel. C'est une profession de foi, en fait, ce livre? Absolument, je pense que c'était un livre qui manquait dans le narratif autour des champignons, parce que quand on pense champignons, comme tu as fait un lapsus, on pense à la décrépitude, on pense à la pourriture, etc. Mais en fait, je voulais montrer à travers le livre que les champignons, c'est pas que ça. Les champignons sont essentiels à la vie sur Terre et on en a besoin et on est toujours en train, nous aussi, d'être en symbiose avec des champignons. C'est aussi important, moi j'aime bien faire un parallèle, c'est aussi important que les insectes pollinisateurs pour les arbres fruitiers, hein, le champignon pour la vie de toute la nature. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas imaginer que la nature, nos forêts, hein, pour faire simple, qui en est peut-être la plus belle expression, survivent sans champignons. C'est pas possible. Non, tout à fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le cas des insectes pollinisateurs, en fait, on va les voir, on va les sentir, on va les entendre. Donc, en fait, la vie des insectes pollinisateurs ne passe pas inaperçue à l'échelle de nos sens. Le problème de la vie fongique, c'est qu'en fait, elle est sous-sol, donc on la voit pas, on la sent pas, ou si on sort pas la truffe de terre, on la sent pas, nous, on n'est pas équipés pour. Et donc, on passe complètement à côté, mais en fait, il y a eu des champignons avant même qu'il y ait des racines chez les plantes. Il y a eu des relations symbiotiques entre les premières algues et les premiers champignons avant même que la plante invente les feuilles. Et donc, je dirais que c'est encore même plus important que les insectes pollinisateurs. On peut même dire que les plantes communiquent entre elles, hein, puisque c'est de plus en plus mis en évidence. Alors, elles communiquent entre elles grâce aux champignons, elles communiquent avec les champignons. Les champignons sont un peu des nœuds de communication, en fait, avec leur mycélium. Oui, absolument. Les champignons, en fait, en faisant ces liens entre différents végétaux, eh bien, en fait, ils permettent aux végétaux de s'envoyer, en fait, des molécules. Donc signaux. Des signaux, voilà, tout à fait. C'est pour ça que je parlais de synapses tout à l'heure. C'est vraiment comme une circulation de l'information végétale. Oui, et alors le parallèle avec les synapses est encore plus juste que le parallèle avec Internet, parce qu'en fait, on sait que dans nos populations de neurones, on a des neurones qui vont inhiber un comportement, c'est-à-dire le ralentir, et d'autres qui vont le stimuler. Et c'est un peu pareil chez les champignons. Il y a des champignons qui sont pas tous coopératifs dans l'envoi du message. Eh oui, parce qu'il y en a qui pensent peut-être à eux-mêmes avant de penser aux plantes avec lesquelles ils communiquent, et d'autres qui sont peut-être plus généreux, on va dire, dans leur fonctionnement. Absolument, c'est tout à fait ça. Alors, comme on le disait, nous, évidemment, c'est une émission qui s'intéresse plutôt à ce qu'il y a dans les assiettes, hein, mais il faut un préalable. On le répète, les champignons qu'on connaît, qu'on appelle les champignons, les carpophores, ce sont les formes émergées en fait de ce champignon. Ces familles de champignons que l'on voit, hein, les cèpes, les russules, etc. Comment est-ce que ça s'appelle dans le grand règne fongique? Alors on appelle ça les basidiomycètes, les champignons, basidiomycètes, excusez-moi, les champignons à chapeau. Et donc dans les basidiomycètes, il y en a qui vont adopter un mode de vie symbiotique avec les plantes et d'autres qui vont être saprophytiques, qui vont donc dégrader la matière organique. C'est ça, un petit peu comme des plantes. Mais alors, vous avez comme préalable dans ce livre une question importante, le champignon végétal ou animal? Pourquoi vous posez cette question? Parce qu'en fait, le champignon, le règne fongique, en fait, n'a été déconnecté du règne végétal que dans les années 60. Donc jusque-là, on l'assimilait plutôt aux plantes. Mais en fait, on se rend compte aujourd'hui avec l'émergence, ou en tout cas de plus en plus de découvertes dans la phylogénétique, cette science qui scinde et qui cloître les êtres vivants, et bien en fait on se rend compte que notre ancêtre commun avec les champignons est beaucoup plus récent qu'avec les plantes. Et donc finalement, les champignons nous ressemblent beaucoup plus à nous les hommes et les animaux en général qu'aux plantes. Vous voulez dire que c'est à cheval entre le végétal et l'animal ?
C'est pas exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, si on remonte la courbe du temps, on est plus proche des champignons que des plantes. Bon, il vaut mieux dire ça, sinon vous allez vous fâcher avec tous les véganes qui vont plus pouvoir manger de champignons. Ça sera embêtant pour eux. Hein. Ça sera embêtant. Une bonne part du régime alimentaire. Avant de parler cuisine, on va s'interroger quand même sur notre cueillette, hein, puisqu'on rentre dedans. D'ailleurs, c'est une belle saison là, avec ces alternances de pluie et de soleil. D'ailleurs, on va voir pourquoi l'eau est si importante pour la croissance des champignons. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes bons amis, ce dimanche matin, avant d'aller faire la cueillette des champignons, parce que vraiment cette alternance de pluie et de soleil, et puis une douceur, hein, c'est important aussi, est propice à l'émergence des champignons de forêt qu'on recherche, qu'on adore, hein, c'est vraiment le trésor de la nature. Et ce matin, pour parler champignons avec moi, j'ai Guillaume Lopez qui vient de publier un livre qui s'appelle « Le génie méconnu des champignons ». Et pour être méconnu, il est sacrément méconnu. C'est pour ça que je vous ai fait venir, Guillaume, parce que vous connaissez ce qu'on ne sait pas encore et qu'on saura au bout de cette émission. Et notamment, on l'a vu déjà en première partie, la façon dont le champignon est un chef d'orchestre de la nature, c'est-à-dire qu'il est relié à tout le vivant en forêt, en prairie, en montagne, en bord de mer. Il est partout présent. Absolument, le champignon il est partout présent et j'aime beaucoup ce terme en fait, chef d'orchestre, parce que orchestrer ça veut dire faire danser. Et c'est effectivement ce que fait le champignon avec son réseau. Il envoie des nutriments, il envoie de l'eau, etc. à différents endroits. Et finalement, il orchestre la vie au sein des écosystèmes. Et ça, je trouve ça déjà fabuleux. Alors, sur votre page Instagram zeno.nature, vous exhortez le grand public à se pencher un petit peu sur les champignons. Alors, non pas pour devenir mycologue averti, hein, quoique si on s'y passionne, on peut le faire également, mais surtout pour pouvoir se nourrir du champignon. Hein, c'est-à-dire à un moment donné, le champignon, il est à la fois médecine et évidemment à l'usage des gourmets, je dirais un mets de choix ou pas, on va le voir ensemble. Alors la réticence que l'on peut avoir à les cueillir champignons, c'est évidemment le problème des champignons qui sont vénéneux, toxiques, voire mortels. Ça reste encore une cause de mortalité. Hein. Chaque année, il y a des morts par ingestion de champignons. Tout à fait. Il y a des morts chaque année dans tous les pays qui consomment des champignons. Ouais. Ce qui, évidemment, peut faire un peu peur et pousse les gens à s'interroger un peu plus sur ce qu'ils cueillent. D'autant que, moi je le rappelle en général, la mycologie ne fait malheureusement plus tellement partie de l'enseignement de la pharmacologie, chez les pharmaciens. Et donc, le pharmacien, le fameux devoir de précaution, si vous lui apportez un panier de champignons ou un sac plastique, ce qu'il ne faut pas faire, hein, parce qu'il faut toujours les laisser respirer, et malheureusement, il vous enjoint en général de les jeter, plutôt que de prendre le risque de les faire consommer, en dehors des 3-4 espèces qu'on connaît par cœur. Ouais. Hein, c'est un vrai problème, ça. Tout à fait, oui, c'est vraiment un problème parce qu'aujourd'hui, déjà, on a une culture, comme tu le rappelais, qui, en fait, a rejeté un peu le champignon par rapport aux cultures d'Asie. Et puis, la connaissance des champignons est en train de décroître. Et je pense que c'est aussi par manque d'intérêt. Et donc, l'idée de ce livre, c'est aussi de créer un narratif qui permette d'intéresser les gens susceptibles de l'être au règne fongique. Et c'est retrouver un peu ce lien à la nature aussi, hein, simplement, et le champignon est un excellent moyen. Tout à fait, oui, avec cette forme de réseau, en fait, c'est un lien, le champignon. En fait, l'essence du champignon, c'est le lien, et à l'heure où on parle d'écologie, qui est cette science qui relie les êtres vivants dans un écosystème, eh bien, en fait, le champignon a une place centrale. On dit en écologie qu'il est espèce clé de voûte, c'est-à-dire qu'il sous-tend comme ça tout l'écosystème. Alors, avant d'être un mets de choix, et on a en tête évidemment les truffes, les cèpes, les morilles, etc., hein, qui sont dans notre alimentation française peut-être une sorte d'exception culturelle, hein, en tout cas dans sa diversité, parce qu'on le consomme partout, le champignon, dans le monde entier. C'est d'abord un médicament. Hein, dans la médecine traditionnelle chinoise et japonaise par la suite, c'est d'abord un élément médicamenteux et qui soigne.
Tout à fait. Les champignons, en fait, ils ont une capacité, ils ont une magie métabolique, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de rentrer en contact avec différents éléments dans leur environnement, et il faut qu'ils y trouvent une solution. Et dans notre corps aussi. Et dans notre corps aussi. Et il faut qu'ils y trouvent une solution. Donc en fait, ils vont se mettre à processer pour fabriquer des nouvelles molécules. Et donc en fait, ils ne cessent d'être une source d'inspiration dans la pharmacie et même dans la médecine moderne, où on extrait beaucoup de nos médicaments des champignons. C'est-à-dire que beaucoup des champignons qui nous viennent d'Asie sont des médicaments avant d'être des mets. Enfin, je veux dire, étaient conseillés. Mais comme beaucoup des plantes et aromates qui, au Moyen-Âge en France, étaient d'abord utilisées par les apothicaires et les moines, en général, pour soigner, avant que ce soit des plantes aromatiques. Tout à fait, mais en fait... la base, c'est que on a cette citation d'Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. Il y a exactement la même citation qui existe en japonais. Yakushoku Dogen, ça veut dire la même source pour le médicament et l'alimentation. Et donc en fait, c'est de la sagesse avant d'être du savoir. Alors évidemment, la réticence, je le disais, c'est le champignon toxique, voire mortel. On ne plaisante pas avec les champignons. C'est-à-dire que déjà, mais même les herbes, quand on ramasse des herbes, il y a des risques. Quand on connaît mal la nature, il faut être un peu herboriste, en tout cas se pencher sur le problème. L'application qui reconnaît les plantes ne suffit pas. Il faut avoir une sorte d'expertise, et a fortiori pour le champignon. Mais rappelons-le, sous nos latitudes, grosso modo, 4 ou 5 champignons sont réellement mortels. Dans ce qui pousse couramment, 4 amanites et peut-être le clitocype de l'olivier ou ou couleur de roucou, voilà. Mais en dehors de ça, ça peut être toxique, mais pas mortel. Oui, c'est ça. En fait, il y a une très petite quantité de champignons qui sont réellement mortels. Il y a beaucoup de champignons qui sont toxiques. Même dans les champignons mortels, en fait, les symptômes s'étalent sur parfois plusieurs semaines, et donc on a potentiellement le temps d'agir si on contacte le centre antipoison rapidement. Mais en fait, il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus, parce que, comme tu le rappelais très bien, dans le règne végétal, on a la ciguë, on a plein de plantes qui sont également très mortelles, l'arôme, sous nos latitudes. Et donc en fait, le muguet. La feuille de muguet, absolument. Qui peut être une catastrophe. Pourtant, ça semble si mignon et innocent. Rappelons que, en tout cas, pour faire simple, parce que moi j'ai besoin de donner des points simples à ceux qui nous écoutent. Globalement, on se méfie des amanites. Alors, évidemment, on pense à la phalloïde, à la vireuse, à la printanière. Si on a un grand champignon à lamelles blanches, avec un anneau autour du pied et une volve à sa base, on évite, on joue pas. Il y a certainement des amanites qui sont comestibles, mais on prend même pas le risque. Oui, ça peut être un bon principe de précaution, effectivement. Parce que la lamelle, si elle est rose, on sait que ce sont plutôt des agariques, les cousins de nos champignons de Paris. Et, en revanche, si la lamelle est blanche, méfiance absolue. Oui, tout à fait. Après, il reste aussi quelques lépiotes qui sont potentiellement mortelles. Brun incarnat, par exemple. Des petites lépiotes. Les petites lépiotes, effectivement. Donc là aussi, si vous avez des grandes coulmelles de 40 cm, il n'y a pas trop de risque. Mais on se méfie de petites lépiotes qui ont ce chapeau un peu dépenaillé, qu'on leur reconnaît. Bon, alors, mais... Évidemment, là, on peut se fier aux 4, 5, 6 espèces de champignons que l'on reconnaît, qui sont dans tous les livres, sur tous les sites de mycologie. Et sorti de là, on prend beaucoup moins de risques. Après, il y a beaucoup de champignons qui sont non comestibles, et notamment non comestibles gustativement, qui sont poivrés, qui sont piquants, qui ont des odeurs repoussantes. Oui, c'est ça. Et ces champignons, bien souvent, c'est juste quelque chose de culturel chez eux. Par exemple, la russule, il y a des russules qui sont poivrées. Et dans les pays de l'Est, en fait, on va les faire sécher, les moudre et s'en servir comme du poivre. Absolument. Donc c'est plus culturel que vraiment non comestible. Et puis je voudrais faire un petit focus, avant de se parler des champignons de nos assiettes, je voudrais faire un petit focus sur une amanite qui clignote dans les bois par sa belle couleur. C'est le champignon des Schtroumpfs, c'est l'amanite tumouche, avec ses points blancs sur son chapeau rouge ou orange-rosé, c'est vermillon parfois. Elle n'est pas mortelle, elle a mauvaise presse. C'est même, alors il faut le dire, c'est un psychotrope puissant, puisque c'est utilisé beaucoup par les chamans en Sibérie notamment, pour rentrer en transe, un peu comme l'ayahuasca en Amazonie. Oui, c'est ça. Donc c'est
ces populations nordiques, en fait, avant l'apparition de l'alcool, qu'on sache fermenter les amidons qui sont issus de la pomme de terre, du grain, etc., on utilisait en fait la manitue-mouche comme manière d'altérer sa conscience. Oui, c'est ça. Un psychotrope, quoi. Un psychotrope. Une drogue. Mais enfin bon, ne jouez pas avec ça. Mais en tout cas, vous ne risquez pas la mort. C'est ça qu'on veut dire si vous avez par malheur goûté une manitue-mouche. Je trouve qu'elle a mauvaise presse. Voilà, c'est peut-être par son côté reconnaissable, hein, et voilà, et surtout parce qu'on veut protéger nos populations et nos enfants justement de psychotropes puissants qui les amèneraient peut-être dans des transes dans lesquelles on ne veut pas rentrer. À côté de ça, là, on parlait de la grande famille des russules, par exemple. Là, il y a tout. Les russules, ce sont des beaux champignons, souvent sur des milieux un peu acides. Il y a absolument de tout. Dans les forêts de pins, on trouve des russules. En quantité, c'est des centaines de variétés. Oui. Alors la russule, c'est un groupe qui est extrêmement vaste. Il y a très peu de russules qui sont considérées comme excellentes comestibles, mais il y a par exemple la russule charbonnière qui est très bonne. Après, il y a toutes ces russules poivrées comme ça qui vont pouvoir potentiellement être utilisées en condiment. Et après, c'est très difficile parfois de faire la distinction entre deux espèces de russules. Il faut avoir recours à des critères microscopiques. Et d'où ce que tu rappelais, que certaines applications en fait ne sont absolument pas suffisantes pour distinguer deux plantes et a fortiori deux champignons. De champignons. Et on parle que des champignons qu'on voit. On évite tous ceux, toutes les truffes et toutes les tubères qui sont sous le sol. Mais ça, on en reparlera en saison. Au moment de la tuber melanosporum, notre truffe noire du Périgord, on en parlera au cœur de l'hiver. Pour l'instant, c'est vraiment le champignon d'automne qui nous intéresse. Quand on a déblayé, Guillaume, les champignons mortels et les pires toxiques, par exemple chez les bolets, c'est-à-dire la famille des cèpes, il n'y en a qu'un, c'est le bolet Satan, et il est vraiment reconnaissable. Parce qu'il a ce chapeau clair, son pied qui est coloré en rouge. Là, on l'évite. Autrement, tous les bolets, par exemple, c'est mangeable. C'est mangeable. Ils sont pas tous merveilleux comestibles. Mais il y a par exemple les bolets rudes, la famille des Lecinum, qui sont des bolets qui sont tout à fait comestibles, pas effectivement reconnus comme des bons comestibles, mais qui sont tout à fait mangeables. Et puis dans les proches cousins du bolet Satan, il y a aussi le bolet pied rouge, qui est aussi appelé récompense du mycologue, justement parce que beaucoup de gens ne s'y tentent pas, ne s'y aventurent pas. C'est un bolet qui est bleuissant, qui est un peu rouge, qui peut rappeler bolet Satan. À la coupe, il fait des taches comme des hématomes. Il devient très très bleu rapidement, effectivement, à la coupe. Voilà, ça c'est le signe pour le reconnaître. Restez avec nous, dans une minute, on va se parler un peu des champignons de nos assiettes. Vous allez être récompensés d'être restés, parce que là, on va se régaler. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Le génie méconnu des champignons, c'est lui, c'est Guillaume Lopez, c'est lui le génie en fait, le génie méconnu des champignons. Pas si méconnu, parce que avec votre page Instagram Zeno Nature, vous avez beaucoup d'abonnés qui s'intéressent jour après jour, qui vous rejoignent dans cet amour du champignon. Vous y êtes venu, comme vous nous le disiez, par l'amour des plantes, et puis là on est entre plantes et monde animal, un truc un peu mystérieux, le champignon. Guillaume, on a un petit peu évoqué les champignons dans le monde en général. Et combien de variétés? Vous m'avez dit des millions, en fait? Oui, on estime la diversité fongique entre 6 et 8 millions d'espèces, et nombreuses sont unicellulaires, donc elles vont pas être visibles à l'œil nu. Ouais, nos champignons, nos basidiomycètes, comme vous disiez, qui sont nos champignons à chapeau, ou à chapeau, ou à volve, ou à involucre. Enfin bon, il y a plein de formes différentes. C'est la partie super ténue de ce monde du champignon. C'est, je suppose, moins d'1%. Oui, c'est ça. En fait, c'est une structure sexuelle. Donc, au même titre que la plante produit un fruit de manière sporadique pour se reproduire, eh bien, le champignon va émerger de son mycélium, qui est la partie pérenne, qui est ce réseau qui fourmille sous nos pieds. Eh bien, sporadiquement, il va émerger avec ce sporophore pour produire ses spores. Sporadiquement. Parce que c'est des spores. C'est ça. En fait, ce que vous voyez, vous, dans vos forêts, le cèpe, la girole, la russule, je ne sais pas, mais même un rosé des prés, c'est la partie sexuée d'un grand réseau souterrain. Ce n'est que la face émergée de l'iceberg.
Tout à fait, c'est exactement ça. Vraiment ça, parce que dessous, c'est gigantesque. Et il y a ce petit champignon. Ah d'ailleurs, important, on ne les arrache pas, on les coupe quand on récolte des champignons. Alors ça, en fait, c'est un grand sujet. Il y a eu des études qui ont été faites en Suisse et ils ont suivi des populations de champignons. Ils ont montré que arracher ou couper ne changeait rien à la repousse. D'accord. Par contre, ce qui est dommageable, c'est de piétiner parce que quand on tasse le sol, le mycélium ne va plus bien et donc il va faire moins de champignons. Et je dirais même, ne piétinez pas ce que vous estimez être des champignons toxiques. C'est dommage, parce que c'est aussi un décor de la nature. Moi, je vois souvent faire ça, des ramasseurs. Ils disent, ça, c'est pas bon, et on l'écrase. Non, non, on le laisse pour ceux qui passent et qui, au moins, regarderont. Bon, c'est aussi peut-être un moyen de protéger les ignorants de cueillir des champignons toxiques. Oui, mais je suis pas sûr qu'en fait ça change quelque chose, parce que de toute façon le mycélium reste présent, que les spores vont être diffusés et que, comme tu le dis, ça repartira. Ça repartira. Guillaume Lopez, parlons un peu des champignons de nos assiettes. Alors, on va dire les deux grandes familles de l'automne, ce sont les bolets, dont le cèpe est peut-être le plus glorieux, et les chanterelles. Dont la fameuse girole, mais aussi chanterelles et craterelles, c'est les trompettes des morts, etc. Les chanterelles jaunissantes. Enfin bon, il y en a toute une famille. Ça, c'est des champignons. En dehors, on le disait, du bolet Satan, qui est très reconnaissable. On peut y aller. Voilà, ça veut dire, ce sont des champignons dont on est sûr qu'on ne va pas s'intoxiquer. Et c'est important. Tout à fait. Il y a des critères très très simples à respecter pour trouver ces champignons. Donc en fait, même les amateurs peuvent s'y lancer. Par exemple, le groupe des chanterelles. Alors, ce qui est de la trompette de la mort, elle a carrément pas de plis, pas de lamelles sous le chapeau. C'est lisse, ce qui est très reconnaissable. Et puis, elle est toute noire. Et pour ce qui est des girolles et du groupe des chanterelles, en fait, au lieu d'avoir des lamelles, ils ont des plis. Quand on passe la main, on sent très nettement que ce sont des plis. Oui, ça ne se détache pas. Oui. Comme une lamelle. Il n'y a pas ce côté, et puis c'est beaucoup moins fin en fait, c'est vraiment des volutes. C'est ondulé, tout à fait. Ouais. Bon. Et alors ça veut dire, ça nous assure que ce sont des champignons où on ne va pas s'empoisonner. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les plus cueillis, parce qu'il y a un côté très rassurant quand on a un panier avec des bolets. Ils ne sont pas tous super comestibles, mais au moins ils ne sont pas mauvais. Également, c'est très bon. Oui, également, avec là encore des différences énormes, parce que on a les grands bolets tels que ce bolet Edulis, le cèpe de Bordeaux, oui, qui est évidemment le plus connu, mais aussi le bolet tête noire, enfin le tête noire qui est très très ferme par rapport le cèpe des pins, et puis toute une famille de petits bolets selon le biotope, parce que évidemment, on ne cueille pas les mêmes champignons partout, ça dépend quels sont les arbres qui poussent autour. Oui, tout à fait. Ça rejoint en fait ce qu'on disait sur l'écologie du champignon. En fait, toutes ces espèces sont des espèces mycorhiziennes qui ont besoin d'être en symbiose avec une plante, et elles ont une préférence dans leur mariage. Donc, par exemple, les chanterelles en tube poussent sous les conifères, donc il faut impérativement qu'il y ait des pins, des sapins, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont être à spectre beaucoup plus large, par exemple les cèpes, qu'on retrouve souvent à côté des amanites tumouches, parce qu'en fait, ils partagent de nombreux hôtes en commun. Donc, si vous voyez de loin des amanites tumouches rouges, rapprochez-vous et allez regarder s'il n'y a pas des cèpes. S'il n'y a pas des cèpes qui se sont planqués au milieu avec leur chapeau un peu plus terne que évidemment celui de l'amanite tumouche, mais c'est vrai qu'ils ont un biotope souvent en commun, et souvent un petit peu à cheval entre feuillus et conifères, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins regardants sur les hôtes des bois. Tout à fait. Les hôtes de ces bois, comme disait La Fontaine, que sont les arbres qui accueillent les champignons. Alors, on va un peu vous poser la question à vous, Guillaume. Vos champignons préférés. Je parle dans l'assiette, je ne parle pas sur le plan mycologique. Alors moi, j'aime beaucoup un champignon qui s'appelle l'oreille de Judas. Ouais. Qui pousse de préférence sur les sureaux. Et en fait, c'est un champignon qui est cartilagineux. C'est le champignon noir qu'on retrouve dans la cuisine asiatique. Ah, bah oui. Que moi j'appelais l'oreille de chauve-souris pour mes filles qui le croyaient pendant toute leur enfance. J'ai coupé les oreilles aux chauves-souris. Les pauvres. Et donc en fait c'est un champignon qui n'a pas tant de goût que ça. Par contre il a une texture intéressante, et quand on va le combiner dans les sauces, et bien en fait ça prend le goût. Et moi j'aime bien ce côté-là en fait. Oui, mais vous, c'est parce que vous avez une passion pour le Japon et pour on va dire cette pharmacopée mycologique japonaise, et par extension chinoise, parce que
évidemment, c'est le monde plus largement chinois avec on va dire des interactions historiques. Mais dans le champignon de nos forêts, quel est celui qui gustativement, parce que moi je peux vous le dire, c'est pas un champignon d'automne mon préféré. Moi c'est la morille et c'est un champignon pour moi extraordinaire à condition de le manger cuit ou séché, parce que c'est très toxique si on le mange cru. Oui, c'est ça. Alors dans les champignons de chez nous, moi j'aime beaucoup. J'ai du mal à choisir. Oui, parce qu'il y en a tellement. Mais j'aime bien les champignons fermes globalement, donc la girole, j'adore. Ouais, d'accord. Avec ce goût un peu fruité de prune, de mirabelle. D'abricot, oui, tout à fait. Ouais. J'aime beaucoup la girole. Je préfère par exemple le fameux bolet pied rouge récompense du mycologue qui est plus ferme que le cèpe, qui est un peu moins parfumé. Ou mais le tête noire, qui est aussi très ferme. Absolument, que j'aime beaucoup. Vous aimez que ça croque au bout, Moi j'aime bien, qu'il y ait un peu de répondant sous la dent. Le côté spongieux, c'est pas pour vous? Non, pas tellement. Par exemple, on parlait tout à l'heure des lépiotes élevées, ces fameuses coulmelles, c'est assez ferme aussi. Les lépiotes, j'aime bien aussi la lépiote, effectivement. J'aime bien la manite des Césars. L'oronge, la fameuse oronge. Alors, je vous le dis, pour moi, c'est un des 3 meilleurs champignons. Je suis d'accord. Elle pousse généralement au soleil. Elle a besoin de chaleur, donc c'est plutôt le sud de la France, si vous nous écoutez. Et elle est absolument reconnaissable parce qu'elle a cette forme d'amanite. Elle pourrait parfois être confondue avec une amanite tumouche, moins les points blancs, parce qu'il n'y en a pas toujours énormément des points blancs sur les amanites tumouches, parce que c'est les résidus de la volve, c'est-à-dire cette poche qui tient l'œuf le champignon naissant, mais sauf qu'elle est entièrement jaune d'or. Lamelles et pieds. Lamelles et pieds, tout à fait. Donc et ça l'identifie absolument. Oui, il y a que elle. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas l'oublier, celle-là, mais il y a d'autres amanites qui sont très... C'est vrai que l'amanite, ça fait peur à cause des amanites mortelles, mais par exemple l'amanite vireuse. L'amanite vireuse, la golmotte. La golmotte, la fameuse golmotte. Oui. Vineuse. Pas vireuse, vineuse. Vireuse, c'est une catastrophe. Non, là aussi, lapsus. La vineuse, d'ailleurs, qui tient son nom de la couleur de son chapeau, qui est un peu bordeaux. C'est ça, dès qu'elle est un petit peu abîmée, en fait, elle va faire des plaies entouré de rouge lit de vin un peu comme ça, et donc c'est une amanite qui est rougissante, et donc son deuxième nom c'est justement l'amanite rougissante. Alors si vous n'écoutiez que d'une oreille pendant que je disais ça, je vous rappelle, il s'agit de l'amanite vineuse et pas vireuse, parce que la vireuse en revanche elle est mortelle. Tout à fait, elle est mortelle. Comme la printanière, c'est l'amanite blanche terrible. Encore un mot pour dire, dans votre livre, ce n'est pas un guide du cueilleur. C'est beaucoup plus large, cet ouvrage. Ça parle du champignon dans son ensemble, dans son interaction totale avec la nature. Donc, ça s'adresse à ceux qui veulent mettre vraiment le pied dans ce monde méconnu. C'est dans le titre. Oui, alors c'est un documentaire en fait, donc l'idée c'est de passer en revue tous les aspects du monde fongique qui nous concernent. Et tout ce qu'on ne sait pas, tous les secrets que vous avez mis au jour depuis des années que vous travaillez le sujet. Exactement, c'est un recueil de secrets. Merci beaucoup Guillaume Lopez d'être venu me voir ce matin. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent sont bouche bée en attendant qu'elle soit pleine de cèpes revenus à la persillade. Et je rappelle le titre, Le génie méconnu et discret des champignons chez Albin Michel. Et on retrouve évidemment tous vos préceptes sur votre page Instagram zeno.nature. Et là, vous apprendrez des tas de choses et en vidéo. Ça aide pour ceux qui ont de la flemme de lire. Merci beaucoup. À bientôt, peut-être dans les bois alors. À bientôt dans les bois alors. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez mes amis, le déjeuner approche. Déjeuner du dimanche, c'est important. J'espère que c'est chez vous important comme c'est chez moi. Et on va parler ensemble d'une belle initiative qui va avoir lieu dans quelques jours. Il s'agit du grand repas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas nouveau pourtant. On en a déjà parlé l'année dernière. Mais enfin, si vous avez raté l'année dernière, je vous remets à niveau tout de suite. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Je suis en ligne avec Emmanuel Hervé. Bonjour Emmanuel Hervé.
Bonjour Vincent. Emmanuel Hervé, le grand repas, ce n'est pas votre métier, mais c'est votre passion et c'est votre engagement. Absolument, c'est notre 5e édition. Ouais. Et pour rappeler très rapidement ce qu'est le grand repas, c'est la journée culinaire nationale. Qui une fois par an, le même jour, et pour cette année c'est le jeudi 3 octobre prochain, se propose de fédérer les acteurs de la restauration collective publique et privée et traditionnelle, afin qu'ils proposent aux citoyens d'un même département, on est bien au niveau des départements, de partager un même menu, en sachant que ce menu est élaboré et conçu à partir de produits locaux et de saison, par une marraine ou un parrain chef traditionnel qui a travaillé ce menu avec un acteur de la restauration collective. Et alors, c'est intéressant parce que, comme vous le savez peut-être, dans mon émission de Public Sénat, Manger c'est voter, je vais toujours dans la restauration collective où on met en avant les belles initiatives. C'est un peu ce que vous faites là avec un coup de projecteur fantastique sur la Restoco. Absolument, puisque l'événement se propose justement de mettre en valeur, dans le cadre de cette journée, les très 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 belles initiatives portées localement au niveau des départements par tous les acteurs du monde de la restauration qui au quotidien sont impliqués dans la sensibilisation des citoyens, alors à la fois pour une alimentation responsable mais aussi saine, et tout simplement à base de bons produits, bien cuisinés, respectueux de notre planète et notre santé. Et donc on va faire participer et interagir les acteurs de la restauration des écoles, des collèges, des lycées, des crèches, des gendarmeries, des hôpitaux, des centres de formation, des associations caritatives, des maisons de retraite, des EHPAD, des restaurants d'entreprise, tous les acteurs de la restauration qui, ce jour-là, proposent le menu du jour au niveau du département et permet aux citoyens de participer à cet événement. Et alors, votre idée, évidemment, c'est de mettre en lien chaque année des chefs, des grands chefs de la restauration indépendante pour aider par leur créativité et par leur métier les chefs de la Restoco à faire un menu exceptionnel. Et aussi, ce que ça permet de faire, c'est que ça fait un lien entre la restauration traditionnelle. En gros, nos chefs étoilés sont l'emblème de la gastronomie française à travers le monde. Et au quotidien, 99% des Français peuvent manger dans des lieux de restauration collective. Et le rapprochement des acteurs de la restauration traditionnelle et de la restauration collective à l'occasion de cet événement est aussi extrêmement intéressant, puisque chacun apprend du métier de l'autre et crée des passerelles beaucoup plus importantes entre ces deux filières. Alors évidemment, vous avez des parrains en région et j'ai passé un coup de fil à un chef qu'on connaît bien ici pour la région parisienne, c'est David Radjeber. Bonjour David. Bonjour Vincent, bonjour Emmanuel. C'est chez vous qu'il y a du boucan là, vous êtes en plein service, vous avez commencé. Oui. Je suis à l'épicerie où il y a un petit peu de monde. Ah, donc, très bien. J'ai des clients sympas qui ont baissé un peu le volume, voilà. Oui, on entendait la machine à café. C'est normal, un dimanche matin vers 11h, c'est les cafés du dimanche. Voilà. David Radjeber, je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas, que ce soit à l'assiette ou à l'arrière-cuisine, vous faites une restauration bistronomique avec vous personnellement avec un soin apporté au sourcing, c'est-à-dire à la qualité des produits, un peu comme ce qui va se faire dans le grand repas avec la Restoco. Oui, absolument, oui, mais je travaillais en circuit court avec des petits producteurs, des agriculteurs, des paysans avec qui je travaille depuis une vingtaine d'années. Voilà. C'est un engagement, ça. Voilà, et justement, ce que j'ai vraiment apprécié quand Olivier Bernard, mon ami d'enfance, qui est chef de cette grande cuisine à Bobigny, m'a contacté et que je suis allé le visiter, j'ai été agréablement surpris de voir la volonté de faire bon, de bien faire bien, de bien faire, et d'avoir des sourcings, de sourcer des produits qui sont vraiment de la même qualité que les nôtres, quoi. Et ils ont envie de bien faire, et ça m'a vraiment séduit. Bon, bien sûr, ils ont des normes assez drastique. Oui, parce que en plus, David, quand on parle de la cuisine centrale de Bobigny et de votre ami Olivier Bernard, le chef, on se dit bien que c'est des milliers de repas par jour qui sont élaborés pour être servis. Ils
sortent plus de 10 000 repas par jour. Absolument. Incroyable. Vers tout type de... Alors, le scolaire, évidemment, mais aussi peut-être l'hospitalier, les EHPAD, enfin, je veux dire, il y a une distribution qui est assez large quand on a une cuisine comme ça d'une commune. Voilà, les EHPAD, les cantines, bien sûr, tout ce qui est collectivité, mais avec une rigueur et vraiment, et puis ils sont très très contrôlés. Enfin, c'est vraiment, c'est pas n'importe quoi, mais ils essayent de faire bien. Et moi, ça vraiment, j'ai été vraiment très très surpris. Par exemple, là, on va faire le menu avec les petites carottes multicolores qui sont sourcées chez un paysan. L'huile qui est sourcée aussi. On va une vinaigrette agrumes. Enfin, tout ce qui est agrumes. La volaille aussi. La volaille va être travaillée. Au lieu d'acheter des cuisses, ils vont acheter des volailles entières qu'on va travailler en 2 services, qui vont être découpées. Qui vont être découpées. Donc la petite cuisse, le petit bateau qui va être cuit à basse température. On suit aussi la saisonnalité. C'est-à-dire que là, on va faire du potiron, du potimarron, avec ce côté ludique, un peu le côté sucré, avec aussi des marrons. Donc, on suit vraiment la saison. Et puis, on dessert le cake au citron. Voilà. Mais avec le petit suisse qu'on n'oublie pas de la cantine, quand même. Ah bah quand même. Bah, voilà. Mais pas à 0%. Il y a un peu de crème dedans, quand même, j'espère. Oui, un petit peu quand même. Emmanuel Hervé, c'est ce grand repas en défi, que je le disais, c'est un coup de projecteur, mais c'est aussi une aide apportée à la restauration collective pour varier ses process, varier ses approvisionnements. Oui, c'est surtout aussi mettre en avant ce qui se fait aujourd'hui. En fait, il y a un décalage entre l'image de nos cantines, la perception, de ma génération, voilà, et le travail qui est fait aujourd'hui dans plein de départements au niveau local, dans la restauration collective, qui ont monté la qualité et l'exigence de leur process, de leur sourcing, de leur démarche, qui soit à la fois sur les circuits courts, les produits locaux, la santé, bien évidemment, l'équilibre des menus, l'anti-gaspillage alimentaire, l'éducation au goût, la sensibilisation auprès des jeunes et des moins jeunes, puisque quand vous êtes dans des maisons de retraite, un des derniers plaisirs, c'est aussi de savoir avoir du plaisir à manger. On le sait, la table, c'est le dernier plaisir de la vie, pratiquement. Voilà, donc c'est super important. C'est de relation aux autres, c'est culturel en France, et c'est quelque chose qu'il faut entretenir et valoriser. Et dans le cadre de ce grand repas, aujourd'hui, là, on va essayer de toucher pour cette année, parce que chaque année on progresse, c'est la 5e édition. Nous avons démarré sur 8 menus et 8 chefs parrains sur une dizaine de départements. Et nous sommes cette année, pour 2024, sur 48 menus différents. 48 menus dans toutes les régions de France. Sur encore, ça va venir. L'année prochaine, on est sur 75 départements différents. Ça double quasiment chaque année. Et ce qui est formidable, c'est que l'événement vient du terrain, du local. C'est pas imposé au niveau national, mais la somme des événements locaux en font petit à petit un événement à caractère national pour valoriser et appuyer et encourager tous ces acteurs qui vont dans le sens d'une alimentation saine et durable. Et pour dire qu'il n'y a pas des cuisiniers de 2e série. Qu'il y a du talent dans la Restoco. Et c'est, quand vous regardez ce qu'ils font, c'est assez impressionnant. Alors, ce que font nos chefs étoilés est assez exceptionnel, mais ce que font tous les acteurs, nos chefs et tous les agents de la restauration collective est aussi extrêmement important, puisque ça va aussi aller chercher toute la filière, puisqu'on passe du producteur au distributeur, au restaurateur et aux citoyens. Excusez-moi, mais j'ai une question. Emmanuel, excusez-moi, mais moi, parce que le temps file, j'ai une question importante. Quand David Radjeber parle de poulet acheté entier pour découper, on voit que c'est de la main-d'œuvre en plus à un moment donné. Alors, c'est sur une journée, c'est pas très grave, mais c'est pas non plus le même prix que des cuisses de poulet. Qui finance, en fait? Est-ce que c'est chacun des restaurants collectifs, chacune des communes qui va financer pour cette journée la cuisine, ou est-ce que vous apportez une aide financière, vous? Non, ce sont les acteurs qui participent, qui contribuent. C'est la bonne volonté de chacun. Absolument, mais ce qui est intéressant, c'est en fait il y a des enjeux formidables. Je prends juste l'exemple de la santé. Oui, mais allez vite, parce qu'on est en fin d'émission. De monter l'exigence et la qualité et le niveau de l'alimentation dans l'ensemble de nos restaurations collectives, c'est un enjeu de santé publique qui se retrouve en termes de rentabilité au niveau des finances de l'État. Puissance 10, c'est des milliards d'euros utilisés pour les jeunes générations et pour le bien-être des citoyens. Alors, c'est quel jour ce grand repas?
Le 3 octobre. Jeudi prochain. Jeudi prochain. D'accord. Partout en France, 75 départements, c'est pas mal. David, vous serez sur le terrain, vous, pour aider votre ami Olivier Bernard à la cuisine centrale de Bobigny? Absolument, j'irai faire un tour voir mon ami, absolument. Oui. Découper un peu le poulet pour tous ces EHPAD et tous ces hôpitaux qui attendent la cuisine de l'assiette. Il y a les agents collectifs parce que là c'est 45 000 repas, donc ils auront bien avancé le travail. Ah, j'imagine. Et comme l'a dit Emmanuel, voilà, nous on se sert un peu, on a la chance d'être un peu médiatisés, mais c'est vrai que ces chefs de restauration collective et tous ces agents ont vraiment besoin d'un bon coup de projecteur et vous le faites si bien, Vincent. Merci pour ça. Oh, c'est gentil. Merci à vous, messieurs. Et si vous êtes dans une commune touchée par le grand repas, en tout cas servi par le grand repas, faites-le savoir, bien entendu. Faites-le savoir, faites le porte-voix de cette belle initiative. Et si votre commune ne reçoit pas le grand repas, votre cuisine centrale, allez engueuler un peu votre maire ou la communauté de communes pour que l'année prochaine, le grand repas soit chez vous également. Voilà, mes amis. À nouveau, une très belle cueillette à tous. Oui, pourquoi cueillette? Parce qu'on parlait de champignons en première partie. Si vous avez raté cette émission, ça c'est dommage, vous la retrouvez évidemment sur sudradio.fr et également sur YouTube, sur notre chaîne TV YouTube. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouvez comme toujours Alexandre Devecchio en toute vérité. Je vous souhaite un beau programme sur Sud Radio. Et moi, je pars aux champignons, comme on dit, avec Sud Radio dans les oreilles. Eh oui, très bon dimanche. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.